Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP pour la deuxième partie de l'émission consacrée à Tech 3 avec toujours Hervé Poncharal qui est toujours présent avec nous, Pascal Tomec bien évidemment et Michel Turcot à mes côtés. Alors la semaine dernière on vous avait proposé une première partie de l'histoire Tech 3, c'est-à-dire de la genèse jusqu'aux années MotoGP dont Johan Zarco. Eh bien, ce soir, on va dérouler l'histoire jusqu'à aujourd'hui, à savoir maintenant le passage chez le constructeur européen, Hervé, à savoir KTM, bien évidemment. On le disait, Hervé, changement radical en fin 2018, c'est ça? Quand Yamaha, finalement, vous savez que vous n'aurez pas le moteur que Johan espérait, etc. Et il n'y a pas que ça, mais passage chez KTM, ça aussi c'est un point marquant dans l'histoire KTM, puisque jusqu'à présent, vous aviez fait toute votre histoire, tu avais fait toute l'histoire de Tech 3 avec les constructeurs japonais. Alors, changement, oui. Par contre, nous, en une semaine, on ne s'est pas changé. On est toujours habillés pareil. Mais on a pris des douches. Hein. Donc, il est taquin. Donc, oui. J'ai toujours aimé, et je pense que si vous avez un peu suivi, j'ai toujours aimé les défis. Et la routine m'ennuie terriblement. Et je me trouvais dans ma 20e année de partenariat consécutif avec Yamaha, qui m'a apporté des choses fabuleuses, un titre de champion du monde en 250, des pole positions et plusieurs podiums en 500 et en MotoGP. Donc j'ai surtout pas à me plaindre. J'ai connu des gens fabuleux chez Yamaha, qui sont toujours mes amis, mais la routine commençait un peu à me peser et j'avais envie de quelque chose de différent. C'était un petit peu flou dans ma tête, mais ça existait. Et tu en as parlé, c'était toujours compliqué d'expliquer à nos sponsors, d'expliquer à nos pilotes qu'on n'avait pas le même matériel que l'équipe d'usine. Et à un moment donné, les équipes d'usine, elles ont des pilotes qui sont parmi les meilleurs, et c'est normal, ils ont les moyens techniques et financiers pour les convaincre. Donc pour se battre avec eux, si en plus on a un déficit de performance sur la machine, c'est compliqué. Et quand on a fait les saisons qu'on a fait avec les pilotes qu'on a, et dont les dernières ont été avec Johan Zarco, qui montrait qu'il était là, qu'il avait fait des pole positions, des places de deuxième, et qu'on se disait on peut se battre avec eux et peut-être faire encore mieux et pourquoi pas gagner des courses et challenger éventuellement pour le titre, ce qui s'est vu après avec des équipes indépendantes, nos partenaires nous disent Hervé, il faut qu'on donne à nos pilotes, il faut qu'on ait le même matériel. Et quand systématiquement on te dit que la stratégie et la politique technique et commerciale d'une usine, elle est que le matériel de l'année, du millésime de l'année en cours, c'est pour l'écurie d'usine, et que nous, on a la moto de l'année précédente, qui est un très bon matériel, malgré tout. Mais un handicap, même s'il n'est pas très important, il existe. Et des fois, il est multiplié dans la tête des pilotes. Donc c'est compliqué de faire accepter ça aux pilotes, de faire accepter ça à ton équipe technique, mais aussi également à tes partenaires qui se disent, nous on met les moyens, on veut gagner, et pourquoi on n'aurait pas la possibilité d'avoir la machine. Donc ça, c'était une certaine frustration quand même. Et puis, l'envie de rompre un petit peu une relation qui était devenue très, très agréable, performante, mais qui je dirais pas m'ennuyait, mais un petit peu quand même. Et c'est à ce moment-là que je regarde un petit peu ce qui se passe, on se bat dans le paddock, on regarde, et tout le monde riait un petit peu des KTM qui arrivaient. Et ils avaient un état d'esprit un peu fleur au fusil, peur de rien. On disait, leur moto avec leur châssis en tube de chauffage, ça marchera jamais, parce que s'ils n'ont pas de cadre alu, leur truc, c'est des saucissons. On entendait tout un tas de trucs. Et moi, je les voyais, ils me plaisaient, parce que ils étaient durs comme fer, certains qu'ils allaient y arriver, alors qu'ils étaient à l'époque très très loin. Et cet état d'esprit me plaisait. Et un jour,
prends mon petit bâton de pèlerin, comme j'avais fait à l'époque, on était chez Honda en 250, quand j'ai dit ici d'aller chez Yamaha, tout le monde m'a dit, mais t'es fou, tu peux pas quitter Honda pour aller chez Yamaha en 250. Là, j'étais chez Yamaha, on avait quand même une position où on était la meilleure équipe satellite pendant 5 ans d'affilée, hein, et notre pilote était à chaque fois le meilleur pilote indépendant. Donc, c'était quand même une position enviable, et on avait encore une fois des relations superbes sur le plan technique et également humain avec Yamaha. Ça, vraiment, période Yamaha, c'est une période dorée de chez Tech 3, hein, clairement. Mais j'avais cet esprit un petit peu aventurier, c'est les Français, c'est Tintin, c'est Astérix, voilà. Donc, je les vois et je me dis, j'ai envie d'aller discuter avec eux. Et un jour, je me rappelle, pour que ça soit vrai, je vais voir Carlos Espeleta, qui est le fils du patron, qui est Carmelo Espeleta. Je dis, Carlos, je pourrais utiliser ton bureau, parce que c'est un endroit un peu neutre. On va rentrer chacun de notre côté avec le boss de chez KTM, pour se retrouver chez toi. Et on se retrouve là, tête à tête, et direct, je lui dis voilà, vous êtes nouveau, mais est-ce que vous avez pensé dans le futur avoir une équipe indépendante? Est-ce que 4 motos c'est tout de suite trop pour vous? Ou est-ce que vous pensez que ça peut vous aider parce que vous avez des retours de 4 pilotes au lieu de 2, donc pour progresser et développer, ça peut être mieux? Et etc. Et il me regarde comme ça, il me regarde en l'air de dire, mais il me prend pour un idiot ce gars-là ou quoi? Il me dit, mais tu penses vraiment ce que tu dis? Et je dis, oui, pourquoi? Il me dit, mais tu vas où t'es avec les résultats que t'as pour venir chez nous qui sommes encore au balbutiement, quoi. Je suis prêt. C'est pas possible. Je dis si, je te le dis, je suis prêt. J'ai envie. Vous me faites envie. Alors, je pense qu'il n'y a pas cru. Tant terminé, la réunion, la discussion a dû durer 30-40 minutes maximum. Il repart en Autriche. Il va voir le boss. Et je pense que le boss se dit, mais attends, il se prend pour un couillon, il veut récupérer des infos de notre côté, il veut ceci, cela et tout. On s'est revu une fois ou deux. Et à l'époque, toujours maintenant, le patron de la compétition, c'était Pete Byrer. Et le big boss à l'époque, c'était Stéphane Pirer. Et c'est des gens qui sont comme ils sont, mais c'est des gens qui sont totalement fous, capables de prendre des décisions, et c'est des gens qui sont, on va dire, un peu romantiques dans le sens où ils sont prêts à tout. Et il y a une passion incroyable. Et donc, très rapidement, ils pensent que ce que je leur dis, c'est pas complètement idiot. Je me retrouve à aller en Autriche, et là, je vois des locaux, des infrastructures que j'ai jamais vues. J'ai été chez Honda au Japon, au Service Corps, j'ai été chez Yamaha, j'ai été chez Suzuki. J'ai jamais vu des infrastructures à un service course comme ça, jamais. Je pense que c'est au niveau des installations de ce qui se fait en Formule 1. C'est incroyable. En plein dans les champs, perdu dans la pampa autrichienne. J'arrive là-bas, je discute et tout, et le courant, il est passé. Parce que ils étaient là, ils avaient peur de rien, ils doutaient de rien. Il y a cet esprit un petit peu gaulois, même si jamais ils sont autrichiens, cet esprit à l'Astérix, un petit coup de potion magique et on va y arriver. Voilà. Ça m'a plu et je leur ai dit, ok les gars, banco. Banco. Ça c'était en fin 2017. Et donc 2018, c'est dernière année avec Yamaha. Et le début de l'aventure KTM, Red Bull KTM, ça a été 2019. Et il y a une chose, on a parlé dans l'épisode précédent de la difficulté d'annoncer à Jean-Louis Guillou que j'allais quitter le truc. Avec tout ce que j'ai vécu chez Yamaha, avec tout ce qu'ils m'ont donné, avec toutes les relations que j'ai créées avec eux, quand j'ai pris ma décision et que c'était fait dans ma tête que j'allais aller chez KTM, j'ai dit ça va être compliqué de leur annoncer parce qu'ils vont pas comprendre et je me sens aussi un petit peu quelque part en train un petit peu de les trahir, comme on a utilisé ce mot-là, même s'il est un peu excessif, avec Jean-Louis Guillou. Et je me souviens que je l'ai dit à Lynn Jarvis, qui au début m'a dit il m'appelle mon chef, parce qu'avec Lynn on a une super relation et tout. Elle me dit mon chef, tu rigoles, tu te moques de moi, parce que personne n'y croyait. Je dis mais tu peux pas aller chez KTM, ils en sont au début du début, quoi. Et nous on est là, quoi. Et j'ai dit non mais Lynn, c'est vrai. Et j'avais pas été aux essais en Thaïlande à Buriram, et le patron de l'époque de la course chez Yamaha, il s'appelait Tsuji, et un jour il me demande de faire un visio. On fait un visio avec Tsuji et Lynn et moi ici, et je les vois, je vois la tête de Tsuji qui me dit Hervé, c'est une plaisanterie, tu peux pas aller chez KTM, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bon, ben voilà, je lui ai dit, mais ça a été un moment difficile parce que c'est vrai que moi je suis assez loyal et que même si j'avais envie, voilà, c'est un moment difficile. Et le début, et ça a été, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça commence en 2019, tu nous dis que tu commences à discuter fin 2017.
2018, vous terminez l'aventure Yamaha avec Johan Zarco, qui lui aussi signe chez KTM en 2019. Est-ce qu'il y a un lien entre votre passage? Alors c'est quelque chose dont on a souvent parlé, hein, mais j'aimerais que tu nous dises un peu les choses. Alors honnêtement, après, on croit C'était pas toi qui as fait signer Johan. Aucun. Et d'ailleurs, on a parlé de Laurent Felon, paix à son âme, un super manager, un mec particulier mais incroyablement attachant, avait mené la négociation. C'était quelqu'un de très secret, et je vous garantis que jamais il y a eu un rapport, un lien entre les deux, et même Laurent avait demandé que ça reste secret. Et quand je discutais avec Pete Byrer, on n'en parlait pas. Ouais. Donc à un moment donné, quand on l'a su, mais c'était bien plus tard, et les deux contrats, et le sien et le nôtre, avaient été signés avec KTM. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, alors tu vas rouler avec un châssis en tube de chauffage orange l'année prochaine. Et Johan, et comme il avait quand même le brief de son chef de pas trop parler, il m'a regardé, il m'a souri, quoi. Mais non, c'est incroyable, parce que on était ensemble chez Yamaha. Johan était en fin de contrat chez Tech 3 Yamaha, donc signe chez Factory KTM, et Tech 3 signe pour devenir l'équipe indépendante de KTM, mais sans aucune connexion et discussion entre nous. Je voudrais me tourner vers Pascal maintenant, parce que les premières années KTM, évidemment, c'est un autre partenaire. Toi, l'aventure Tech 3, tu la suis depuis un moment. Comment on fait après pour récupérer une équipe MotoGP comme Tech 3, parce que quelque part c'est quand même la vitrine au niveau français du MotoGP. Comment tu travailles, comment ça se passe, puisque Hervé nous disait qu'il y avait beaucoup de travail en coulisses dans les contre-allées du paddock. Comment ça se passe quand on veut récupérer cette équipe? Comme les journalistes. C'est-à-dire exactement la même manière. Nous, 30 ans de partenariat, voire même plus. On est toujours partenaire de Yamaha, toujours partenaire de Suzuki, on a les motos Factory, les motos satellites, et effectivement, quand Hervé part chez KTM, voilà, tout simplement pas les moyens de suivre. C'est pas possible, les moyens financiers. Je te coupe, mais on rappelle qu'avec l'épisode Zarco, c'est Motul qui est partenaire de Tech 3. Tech 3. Donc ce partenariat, il est vieux comme le monde presque, mais je me rappelle le dimanche soir, le technicien de Tech 3, il est sur une échelle et il enlève le sticker Motul du SMI. Et je suis au pied de l'échelle et je regarde ce sticker qui est collé depuis toutes ces années. C'est pas possible. Donc, si, et il l'enlève tout doucement, il n'était pas obligé de rester. Donc, il enlève le sticker, et effectivement, les jours qui suivent, il y a la passation, c'est-à-dire que Hervé rend le matériel Yamaha, donc ils sont tous avec des papiers à noter toutes les références. Et je me rappelle de ces tonnelets d'huile de développement qui sont en la possession de Tech 3, qui vont devenir la possession de Yamaha Factory. Sauf qu'effectivement, il faut signer un papier en disant, est-ce que Motul accepte de prendre les tonnelets qui sont chez Hervé et les mettre chez Yamaha Factory? Et je demande à l'ingénieur de Yamaha, le boss de Yamaha, ok, d'accord, à une condition, c'est que je récupère la tête de fourche numéro 5 de Johan Zarco. Et le japonais, il se dit, mais il est dingue, ce mec. Donc, et j'accepte, il y avait une dizaine de bidons de 20 litres. Donc, les 20 bidons vont chez Yamaha, les mois passent, il se passe rien, et au bout de 3 mois, on reçoit un gros carton avec la tête de fourche, et comme promis, en japonais, chose due, et on a cette tête de fourche. Et effectivement, nous, on continue l'histoire chez Yamaha et Suzuki. Et après, chez Motul en interne, on me dit, c'est pas possible. Il faut grenouiller, continuer à gratter, et à un moment, on se dit, il faut essayer de reconquérir le cœur de Tech 3 par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On perd forcément les Yamaha Factory qui deviennent sur une autre marque de lubrifiant, et je mets 6 ou 7 Grands Prix à gratter toujours autour du team, et à un moment, Hervé me dit, je te consacre du temps, et on prépare effectivement le retour de Motul chez Tech 3, et c'est un retour familial, c'est même en interne chez nous, au plus haut niveau, que ce soit même l'ancien président, quand il voit qu'on re-signe Tech 3, il y a une espèce de satisfaction familiale, il y a de l'affect. Et je pense qu'à un moment, même moi, en ayant fait ça et en ayant discuté avec Hervé, qui m'accueille à 22h, 22h30, c'est toujours assez tard pour pas que... Et quand on re-signe, on a l'impression de revenir à la maison, quoi. Alors que tout le monde peut penser que c'est que de l'argent, c'est que du sponsoring, c'est que... Non, c'est plus que ça, quoi.
Et juste ce que vient de dire Pascal, ça me touche énormément. Parce qu'encore une fois, il y a le business, et il y a besoin du business, parce que le business génère de la finance, et sans finance, on ne peut pas faire de sport mécanique, et on ne peut pas faire grand-chose d'ailleurs. Mais ce qu'il vient de dire, ça me touche vraiment, parce que au moment où on termine l'aventure Yamaha avec Johan et avec Motul, on est confronté à un problème financier important. Et j'en ai discuté avec Pascal et d'autres personnes du board de chez Motul, et ils m'ont dit, on ne peut pas. J'ai tout à fait compris, mais ça a été une déchirure, franchement. Ça a été... Encore une fois, un petit peu, toujours ce sentiment un peu de trahison. J'ai dit, avec tout ce qu'on a fait et tout, les quitter pour de l'argent, parce que c'est ça. Mais j'avais pas d'autre solution, quelque part. Et pour moi, il fallait aller de l'avant à ce moment-là. Mais c'est vrai que le fait que Pascal, il soit toujours resté en contact, il soit toujours resté un ami. Quand il y a des gars chez moi qui avaient besoin de produits spécifiques que seul Motul peut faire, toujours il nous l'envoyait, quel que soit le contrat qu'on avait avec quel que soit le concurrent. Quand on se voyait, on avait toujours l'impression de deux amis qui se retrouvaient sur le paddock. Et quand on a eu cette possibilité où Motul m'a dit Hervé, ce dont tu as besoin, on est capable. Ça a été un tel soulagement et un tel bonheur, je peux dire, que c'est la chose la plus belle qui puisse exister. Et je dois rendre hommage à Motul pour la manière dont il fonctionne. On a parlé de Shilan Nakano dans l'épisode précédent, son attitude gentleman, pour l'attitude de gentleman qu'ils ont toujours eu. Je peux comprendre quand on a enlevé le sticker Motul que ça lui fondait le cœur. Ils l'ont jamais montré, ils ont toujours gardé une attitude pas revancharde, pas amère, et ils ont fait en sorte que dès que ça a été possible, on se soit retrouvés. Et merci à Motul et merci à Pascal, parce que ça a toujours été la manière dont tu fonctionnes et dont Motul fonctionne en général, cette attitude de gentleman, que ça soit pour une société ou pour chaque individualité. Désolé, c'est un peu long, mais c'est important. Le business, il marche à l'affect, ou il y a une réalité économique qui fait qu'on ne peut pas avoir de sentiment? J'allais dire les deux, mon général, parce que évidemment qu'à un moment donné, si tu veux du matériel top, ça a un coût. Si tu veux prendre des pilotes de plus en plus performants, ça a un coût. Idem pour les ingénieurs. Si tu veux faire plus d'essais, enfin, tout a un coût dans le sport mécanique, tout. Et des coûts qui flambent beaucoup. Donc, évidemment que tu es obligé d'avoir l'enveloppe la plus importante pour pouvoir matcher tes coûts. De dire que l'affect ne compte pas, non. Alors, si on veut être pragmatique, et à un moment donné, il faut arrêter qui va je dirais à 10-15%, l'affect prend le dessus. Et si c'est du simple double, surtout si tu as vraiment besoin de ça, malheureusement, money talks, comme on dit en anglais, hein, et c'est triste, mais c'est comme ça. Mais les plus belles histoires, les plus belles aventures, et souvent on dit toujours que le succès est le résultat d'une continuité dans les partenariats, et les plus belles histoires avec les partenaires, c'est aussi ceux qui durent. Et aujourd'hui, on est en train de tirer le rideau sur Tech 3, époque Hervé Poncharal, Guy Coulon. Motul restera un partenaire, ou peut-être le partenaire le plus emblématique de notre histoire. Et avec eux, on a vécu des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre avec qui que ce soit d'autre. C'est évident. Il y a le côté aussi français, il y a le côté challenger, il y a le côté un petit peu Astérix aussi, hein, parce que voilà. Et tout ça, l'affect. C'est important l'affect. C'est aussi avec les pilotes aussi. Bon, on a fait des super résultats avec certains pilotes, je ne vais pas les nommer, mais où on avait pas grand-chose comme relation à part le fait qu'on savait qu'on pouvait faire des super résultats, et on a fait certains résultats incroyables avec eux. Pascal, c'est ça aussi. Ça t'est arrivé pas de refuser, mais d'être réticent à certains partenariats parce qu'il y avait justement ce que vient de dire Hervé, il n'y avait peut-être pas forcément l'étincelle et le lien qui pouvait se créer? Ouais, j'invente rien, mais on dit souvent que c'est les hommes qui font les marques. Mais c'est toujours d'actualité. On peut penser l'argent, on peut croire que l'argent peut absolument tout changer, mais les hommes restent les hommes. Un bon journaliste, ça reste un bon journaliste. Un bon team manager, c'est un bon team manager. Si vous mettez, pour employer un petit mot barbare, un tocard à chaque tête de ça fonctionne pas. Donc c'est les hommes qui font les marques. Et l'argent contribue effectivement à la réalisation de tout ça. Mais pas que. Et c'est toujours d'actualité, et ça le sera de plus en plus, je pense.
Donc on est dans dans la première année de cette association Tech 3 KTM, et puis première victoire en MotoGP. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 20 ans consécutifs avec Yamaha, et on a fait des performances magnifiques, des pole positions, des places de 2, de 3, je ne sais plus combien, mais beaucoup de podiums, mais on n'a jamais fait de victoire. Et à un moment donné, on se dit, on n'arrivera jamais à gagner en MotoGP. Et on quitte le partenaire le plus performant qu'on ait eu, le partenaire avec qui on a fait 20 années et on a frôlé la victoire quelques fois, pour un constructeur qui était à ses débuts en MotoGP et qui était loin, quand on a signé avec eux, de pouvoir prétendre à se battre même pour une place dans le top 5, à l'époque, même si c'était dans le top 10. Hein. Et la première année, on récupère Miguel Oliveira, qui était vice-champion du monde Moto 2, qu'on a découvert cette année-là, qui est un gars fantastique sur le plan technique, sur le plan humain et sur le plan de la performance. Et on avait emmené Ciarin avec nous parce que c'était aussi une volonté de continuer avec lui parce qu'il a fait une bonne année de rookie chez Yamaha et il avait un potentiel intéressant plus une nationalité intéressante. Donc on se dit, il y a pour la première année chez KTM, il y a une belle équipe entre les deux. La première année donc en 2019, la moto était compliquée, progressait, mais était encore très lourde, manquait de vivacité, on commençait à avoir un beau moteur, mais un peu brutal, enfin, on n'était pas capable de se battre devant. Et surtout avec un pilote qui était à sa deuxième année, Ciarin, mais qui n'était pas parmi les top guns, et un top pilote, mais qui était à son année rookie. Mais on était toujours très très proche de l'équipe officielle KTM, ce qui nous a un petit peu mis de la confiance. Et arrive 2020, mi-saison, on gagne notre première course, en plus en Autriche, chez KTM et chez Red Bull. Sentiment incroyable. Enfin, on a cassé la malédiction de la victoire en MotoGP. Dans le dernier tour, Paul Espargaro, Jack Miller et Miguel Oliveira se battent comme des chiffonniers. Et Miguel, je pense un peu plus intelligent ou un peu moins chaud que les deux autres, c'est que ce dernier virage à Spielberg est crucial. Les deux autres, ils se battent, ils sortent, ils s'élargissent, et ils élargissent tellement que Miguel, il passe à l'intérieur, et il leur fait la barbe, et il gagne la course. Un sentiment fabuleux. Je dirais au moins au niveau de la victoire du championnat du monde 2000. Parce que c'était tellement improbable pour nous de gagner une course en MotoGP. Qui plus est, dès la deuxième année avec un nouveau constructeur chez eux, avec cet enthousiasme de l'usine derrière, et c'est un sentiment fabuleux. Je me souviendrai toujours de ce jour-là, c'était incroyable. Et cerise sur le gâteau, à partir de ce moment-là, on était régulièrement dans le top 5, régulièrement, toutes les courses. Et la dernière course, premier Grand Prix au Portugal, sur le circuit de Portimao, avec un pilote portugais dans la catégorie Rennes, qui était le MotoGP, meilleur temps à toutes les séances, en tête à l'extinction des feux, record du tour quasiment à chaque tour, jusqu'au drapeau à damier, avec une avance plus que confortable. Dernière course de l'année, dernière course de Guy Coulon en tant que chef mécanicien. Et là, quand on a terminé la saison 2020, je me suis dit, quelle est belle la vie, quoi. Qu'est-ce que la vie peut être belle, peut apporter comme chose, parce qu'elles sont d'autant plus belles qu'elles sont inattendues. Et quand je me souviens, encore une fois, je vais les appeler par leur nom, des gens qui ont toujours la tête des mauvais jours, j'appelle ça des pistes 3 gouttes, qui me disaient, mais t'es fou, c'est la fin de Tech 3, pour aller là-bas. Et 2 ans après, on gagne 2 grands prix, alors qu'on n'avait jamais gagné. C'est pas du tout revanchard, parce que ça, je m'en fous, j'ai jamais été revanchard. Mais ça te persuade d'avoir fait le bon choix. T'es heureux. Et puis, quelque part, on est tous un peu joueurs, tous. Et tu te dis, j'ai pris un risque en allant voir ces gens-là avec leur châssis en tube de chauffage dont tout le monde se moquait. J'ai rencontré le gars la première fois caché dans le bureau de Carmelo, il me demandait si j'étais pas un peu fou. Et quelques 15-20 mois plus tard, on avait gagné 2 grands prix et voilà. Et la vie est belle et c'est les plus beaux moments, les plus belles choses que la course puisse t'apporter, quoi. Bon, la suite a été plus difficile parce que tu dis bon, c'était 2020, c'est quand même une année particulière, même l'année Covid, on a un championnat qui démarre en juillet, on a un calendrier raccourci, des courses qui se doublonnent sur certains circuits. Est-ce que quelque part ça pas un peu
pas dire dévaloriser les 2 victoires de Miguel, hein, mais est-ce que ça l'a aidé quelque part dans une année où la moto était en évolution, de courir, d'avoir ces grands prix back-to-back? Alors, chacun peut. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. On peut voir la chose comme on veut. Pour moi, absolument pas. Pour moi, le plateau était le même. Il y avait toujours les Honda officiels, les Ducati officiels, les Yamaha officiels, il y avait Valentino Rossi, il y avait Marc Marquez, il y avait Pedrosa encore, je me souviens plus, enfin il y avait tous les Top Gun qui étaient là. Donc pour moi, la valeur de ces victoires, qu'il y ait le Covid ou pas le Covid, qu'on fasse 2 courses et tout, c'était le même programme pour tout le monde. Il y a eu quelques courses en moins, mais pour moi, je pense que cette année-là, et j'en parle souvent avec Guy, on avait une moto qui était vraiment performante. Et après, tout le monde travaille. On s'est retrouvé avec. On nous a pris Miguel, qui n'était pas prévu, puisque Paul est parti sans prévenir chez Honda, donc il a fallu remplacer Paul, alors que Miguel devait être avec nous en 21. On s'est retrouvé avec Fernandez et Garner, qui étaient à mon avis pas tout à fait prêts et qui n'avaient pas à ce moment-là la capacité de performer directement. Voilà. La moto était peut-être par rapport au reste du plateau un petit peu moins dans le coup. Et puis après, ça va vite. À un moment donné, les 2 pilotes se disaient les motos elles peuvent pas gagner. Ils se montaient la tête l'un l'autre. Oui, franchement, après 20, on s'attendait à autre chose que ce qu'on a vécu en 21, 22, 23. Mais voilà, c'est la course. C'est la course, la roue tourne. Le manufacturier pneumatique fait des pneus tous les ans qui sont différents, qui s'adaptent certainement des fois mieux à certaines motos que d'autres. Chez KTM, fin 2020, ils se voyaient champion du monde en 2020. Donc il y a eu beaucoup de développement, peut-être un peu trop. Il y a eu beaucoup d'essais sur les châssis, les aéros, l'électronique. Il y a eu beaucoup de changements aussi au niveau de l'équipe de développement. Et toutes ces petites choses-là, ça perturbe un peu. Il y a qu'à voir les 2 géants japonais qui se sont retrouvés quasiment du jour au lendemain comme ultra dominateurs au fond du classement. Donc, la roue tourne rapidement, tout le monde est très proche, mais c'est ce qui fait aussi la beauté et l'intérêt du MotoGP, c'est que t'as beau être devant une année, c'est pas pour ça que l'année prochaine tu seras devant. Si on regarde ce qui s'est passé cette année, jusqu'au Japon, les Ducati et Marque ont été hyper dominatrices, et maintenant on dit elles étaient peut-être pas si fortes que ça, etc. Donc tout change très 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 vite, mais c'est vrai que 19, 20, ça a été une histoire fabuleuse. 21, 22, 23, ça a été plus compliqué. Par contre, on récupère encore un rookie incroyable hiver 23-24 qui s'appelle Pedro Acosta. Et là, dès la 2e course, je crois, on est sur le podium. On fait des essais incroyables pendant l'hiver. On fait 9 podiums pour notre année rookie et il aurait pu en faire plus. Je pense qu'on pouvait gagner au moins une course, notamment au Japon. Il l'a dit d'ailleurs à la fin de cette année que l'année dernière, l'année précédente, donc quand il était avec nous en 24, il a pêché par précipitation aussi, et c'est normal, il était rookie. Mais en 24, je pense que on avait la possibilité. Enfin, on a eu la possibilité. On a fini 6e au mondial. On s'est passé par Binder à la dernière course, mais on avait encore une moto hyper compétitive. Après, il y a toutes les choses qui sont arrivées depuis fin 24. Justement, 24. Il n'y a pas un peu de frustration par rapport à ça, toi en tant que team manager et puis même par rapport à tes gars de l'équipe, de voir le potentiel qu'avait Pedro Acosta et quelque part, comme tu l'as dit, qui confondent vitesse et précipitation, parce qu'il y a un moment tu dis c'est bon, il va peut-être comprendre. C'est quand tu as des pilotes comme ça, et là on revient à Olivier Jacques en 95, 16, 17. C'est pareil. Pedro, il a tout de suite compris qu'il avait la vitesse sur se battre devant. Il n'avait pas envie d'attendre, il n'avait pas envie d'apprendre. Et il était dans une période champion du monde Moto 3 pour sa première année, champion du monde Moto 2 à sa 2e saison. Il avait fait des trucs incroyables. Il a gagné quasiment sa première course en Moto 3 en partant des stands au Qatar. Et il est arrivé là-bas, il était gonflé à bloc. Il a fait des essais hivernaux. Il était plus vite que les pilotes officiels. Et il y a un moment donné, il t'écoute plus. Le pilote, il t'écoute plus. Et il a qu'une envie, c'est de montrer qu'il est vite. Il n'y a pas de stratégie. Au Japon, on lui mettait plus 1,5, 2 tours. Vraiment, t'as gagné. Et il tombe. Donc, il y a plein de choses qui font que des histoires comme ça, il y en a eu beaucoup. On aurait pu gagner en 2024.
oui, il y a une frustration, mais à un moment donné, quand tu prends un tel pur sang, qui est un rookie, qui a une telle envie d'arriver, qui est gonflé, qui a un ego incroyable, qui est gonflé par tout son environnement, par tous ses managements privés et tout, c'est difficile à gérer. Parce qu'un pilote Moto 3, tu le gères. Et un pilote MotoGP à ce niveau-là, tu peux imaginer l'armée qu'il y a autour de lui, entre les managers perso, les sponsors, c'est devenu les trop, parents. ça, d'ailleurs, aujourd'hui, pour toi? C'est trop, c'est la vie moderne. Est-ce qu'il y a trop de réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que c'était mieux quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas le téléphone portable, quand on se communiquait avec la fumée? J'en sais rien. Ça, c'est un autre débat qu'on va pas faire, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, quelque part, c'est pour ça que j'ai peut-être plus de plaisir à travailler avec mes pilotes Moto 3, parce qu'ils arrivent, ils ont encore une certaine virginité, ils t'écoutent, ils te respectent, et tu as vraiment l'impression d'échanger avec eux quand tu dînes avec eux le soir, et que tu leur apportes quelque chose. En MotoGP, tu peux avoir des relations, mais elles sont très superficielles et quelque part... un peu diluées par l'entourage. Totalement. Et les relations que j'avais avec Olivier Jacques, ou même avec Johan Zarco, et celles que j'ai pu avoir cette année avec Vignales et Bastianini, qui est la dernière année, et c'est aux antipodes. T'as quasiment plus de relations, tu leur parles un peu sur la grille, de temps en temps tu dînes avec eux le soir à l'hospitality, mais c'est plus, ok, t'es le patron du team pour lequel je roule, donc on va parler un petit peu de choses et d'autres, mais t'interviens plus dans la manière dont ils gèrent leurs courses et leur carrière. Il y a tellement de gens autour que voilà, et c'est pour ça qu'il faut avoir la tête costaud quand t'es pilote à ce niveau-là, parce que il y a tellement de gens qui te racontent tout et son contraire. Il y a tellement de gens qui ont intérêt à être avec toi et qui te disent que t'es le meilleur quand t'es pas le meilleur, quand tu fais une boulette. Quand Pedro Acosta, il fait la pole position à Motegi en 2024. Il tombe à un tour et demi de la fin au Japon alors qu'il avait course gagnée. Et je lui explique le soir. Il m'a plus ou moins dit, lâche-moi la grappe, quoi, après la sprint. Pourtant, j'ai attendu que ça descende, j'ai discuté un peu avec lui. Il savait qu'il avait fait une boulette, mais ça ne l'intéressait pas. Et j'ai dit, ok, la course principale est demain, fais gaffe. Parti au deuxième tour, il était dans le cul de Banana P2, il se met par terre. Et là, tu te dis... Et là, il revient ou pas? Il revient de voir ou pas là? Non, parce que de toute façon, ils ont un tel ego. Et tu ne peux pas communiquer avec eux que si tu leur dis sorry, mais c'était beau, etc. C'est très compliqué de pouvoir avoir un relationnel où tu sens que tu as un impact. Il y a une prise sur eux. Voilà. Mais aujourd'hui, le confident et l'homme de confiance du pilote, c'est son chef d'équipe. Ce qu'on appelait avant le chef mécanicien, mais c'est le chef d'équipe. C'est avec lui qu'il y a tous les liens et qu'il y a vraiment ce binôme puissant qui existe. Après, tout ce qui est autour, c'est plus... Hervé, tu parlais de relation entre le pilote et son chef mécanicien. Cette année, vous avez vécu un divorce entre Enea Bastianini et Alberto Giribuola, qui était le chef mécanicien emblématique qu'il voulait récupérer, avec qui il avait gagné à l'époque Grésini, qui a été convoité par Yamaha pour travailler en 2026 avec Toprak Razgatlioglu. Donc il n'a pas accepté que son chef mécanicien lui annonce qu'il serait plus avec lui l'an dernier. Il lui a dit tu t'en vas tout de suite. Et du coup, ça a quelque part un peu ruiné sa saison, parce que Enea était sur une pente début de saison compliqué, il a commencé à prendre confiance, à faire des résultats, et puis, alors je sais pas, est-ce que ceci explique cela? En tout cas, la fin de saison a été pas bonne du tout. Non, mais ton analyse, elle est bonne. Et encore une fois, ça rebondit sur ce qu'on discutait il y a 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un couple, un binôme, chef d'équipe et pilote. Et on voit que quand un pilote change d'équipe, une des conditions sine qua non, c'est d'amener avec lui la personne qu'il connaît mieux et avec qui il a eu les résultats qu'il a eu. Et on peut utiliser le terme de couple. Et donc, Enea a fait des pieds et des mains pour récupérer Alberto Giribuola, Pigiamino, comme on l'appelle, qui était à l'époque chez KTM, avec qui il avait fait ses débuts en MotoGP et qu'il avait fait l'année incroyable qu'il a fait pour son année rookie chez Grésini. Et les deux se sont retrouvés, sont retombés dans les bras et avaient vraiment envie de reformer ce couple. Et les deux pensaient que tous les deux, ils allaient faire une saison incroyable.
Et puis Alberto, donc le chef mécano Pigiamino, au fur et à mesure de la saison, a eu, alors qu'il avait un contrat de 2 ans avec KTM, a émis le souhait de pas faire sa 2e année, c'est-à-dire 26, puisqu'il a signé 25-26, à KTM. Ils ont fait leur discussion et KTM lui a donné la possibilité, effectivement, de rompre prématurément le contrat fin 2025. Ils se sont arrangés entre eux, ça c'est quelque chose qui ne regarde pas. Et quand Enea a entendu parler de ça, au lieu de se dire on termine la saison 25 ensemble, et la dernière course qu'ils ont fait ensemble, comme tu l'as signalé, ils avaient fait déjà un podium à la sprint en Autriche, et à la dernière course qu'ils ont travaillé ensemble à Barcelone, ils ont fait un podium le dimanche, en ayant fait une super course. Et Enea a dit à Pigiamino, Alberto Girobola, si tu restes pas avec moi l'année prochaine, tu pars tout de suite. Et c'est vraiment l'exemple que c'est un vrai couple, c'est une relation fusionnelle, presque une relation amoureuse. Si tu me quittes, quitte-moi tout de suite. Je peux pas supporter de rester avec toi si je sais que tu vas me quitter après. Et tu as raison de dire que ça a certainement été un moment crucial dans la saison de Bastianini, parce que bien qu'il ait eu des débuts difficiles, il montait, et il devenait au niveau de Pedro Acosta, il se challengeait l'un l'autre. C'était clairement les deux plus rapides parce que Maverick s'était blessé. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la valse des gens qui étaient là pour au pied levé remplacer et tout, mais tu ne remplaces pas un chef d'équipe comme ça. Il n'y a pas les mêmes automatismes, la même confiance, et la fin de saison d'Enea a été très très compliquée. Je pense en partie par rapport à la perte de la personne en qui il avait le plus confiance et avec qui il a eu les meilleurs résultats de sa carrière en MotoGP. Ce binôme est excessivement important. Mais c'est pour ça que, comme Maverick Viñales a signé chez nous, il a amené Manu Caso, qui était avec lui chez Aprilia, et qui était avant avec lui chez Suzuki. Et une des conditions sine qua non pour que Bastianini signe chez nous, c'était que Pigiamino, Girobola, vienne avec lui. On parle d'ingénieurs, de crew chief. On a parlé des débuts de Tech 3, Hervé, équipe familiale, une équipe qui est quasiment restée la même, enfin en tout cas très très longtemps. Aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. Les pilotes arrivent avec leur chef mécano. Tu peux plus conserver des... Non. Et c'est un très bon point. Moi, mes deux chefs mécaniciens emblématiques, c'était Guy Coulon et Nicolas Goyon. Guy Coulon ayant pris sa retraite, il avait nominé, et on était tous d'accord, Alexandre Méran et Nicolas Goyon. Et puis un jour, on m'a dit Paul Espargaro revient, Nicolas Goyon il dégage parce qu'il veut venir avec Trevathan. Donc là, tu te dis, je suis chez moi et tout, mais tu peux comprendre. Le pilote, on vient d'en parler, il veut la personne, et sans lui, il pense qu'il n'y arrivera pas. C'est pas du tout contre, en l'occurrence à l'époque, Nicolas Goyon ou qui que ce soit d'autre, c'est je veux lui. Donc ça tombait très bien pour Nicolas parce que j'avais en tête depuis un certain temps déjà de le nommer team manager, ce qu'il a accepté et ce qu'il fait très 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 bien. Et puis, quand Augusto Fernandez, il s'est mis à douter sur la fin de sa dernière saison chez KTM, dans ces cas-là, on met toujours le doigt sur un responsable, c'est jamais le pilote. Donc il a dit, c'est mon chef mécano. Et on m'a dit, Pigiamino, l'année prochaine, il sera avec Bastianini. Il est là dans un poste qui n'est pas trop utile au système. Donc, comme il sera l'année prochaine, sépare-toi de ton chef mécanicien actuel pour mettre Pigiamino, qui va finir la saison 24 pour être opérationnel en 25 aux côtés de... Et donc j'ai été obligé de me séparer d'Alex alors qu'il faisait totalement son boulot. Les résultats de Fernandez post-Alex ont été moins bons que ceux qu'il a eu avant, donc on a bien vu que c'était pas le problème de chef mécano, mais c'est vrai que maintenant c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu dans l'évolution, même s'il y a beaucoup de choses c'est l'évolution normale de la société. Mais aujourd'hui, quand on est une équipe indépendante, satellite, on appelle ça comme on veut, on est de plus en plus géré par l'usine. C'est-à-dire qu'il nous impose beaucoup de personnel, donc il faut que tu te sépares de personnel qui des fois sont là avec toi depuis plus de 20 ans. Et ces personnels-là ne se sentent pas vraiment personnels de Tech 3, puisque c'est des personnels qui sont imposés et payés par KTM, qui suivent les pilotes. Et donc on se retrouve à perdre justement cet esprit de famille, cet esprit de groupe où on se suit et où on a fait presque une trentaine d'années avec quasiment avec les mêmes personnes, en qui on a confiance et on sait qu'on peut faire tout ce qu'on a fait chez Tech 3. C'est aussi grâce, bien entendu, une société, la clé d'une boîte, c'est le personnel. C'est l'humain. Hein. C'est les gens, l'humain. Et ça, je le sais très bien. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe un petit peu dans l'évolution des Grands Prix, mais c'est comme ça et tu pourras jamais faire autrement parce que si tu veux avoir un pilote le plus capé,
et que tu dis lui c'est mon objectif, qu'un jour il te dit oui je viens, mais la condition c'est quoi, c'est que je vienne avec lui, t'es obligé. T'es obligé de toute façon. Tu peux pas faire autrement, et c'est la règle partout. Pas que chez nous, c'est la règle chez Grésini, chez VR46, partout, et ça le sera de plus en plus. D'où l'intérêt, et c'est ce que je souhaite à mes successeurs, c'est si jamais tu as la capacité d'avoir un budget suffisant pour dire à tout le monde, je fais comme j'ai envie, je veux travailler avec le constructeur X, ça coûte combien, je paye, vous me fournissez le meilleur matériel par contrat, le reste je m'en occupe. Les pilotes, c'est moi qui les choisis et c'est moi qui les paye. Donc c'est mes pilotes et je discute avec eux et on n'a pas la relation dont j'ai parlé tout à l'heure parce que là, tu es juste celui qui donne la possibilité aux pilotes de rouler. Et je choisis mon équipe technique. Et pour ça, et on revient à ce dont on parlait avec Pascal tout à l'heure, il faut avoir suffisamment d'assises financières pour pouvoir avoir cette indépendance. Et ça, ça aurait été mon rêve de pouvoir terminer comme ça parce que le plus excitant dans toute l'aventure dont on a parlé de Tech 3, c'est de choisir ses pilotes, ses techniciens, son équipe technique quoi, et son constructeur. Et quand tu choisis, je veux travailler avec ce constructeur, ces gens-là, ces pilotes-là, et que ça marche, c'est tellement gratifiant et ça t'apporte tellement de choses. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas moi, sur les 4-5 dernières années, je ne pouvais plus faire. Et j'avais plus l'impression de laisser... en fin de compte, je possédais les 2 places en MotoGP, les 2 accès à la grille en MotoGP, et j'étais plus un spectateur qu'un réel décideur, acteur du destin de Tech 3. Et ça m'a déçu, pas plus. Et je comprends pourquoi, encore une fois, mais il y a une certaine frustration parce que la base de tout, c'est justement le fait d'avoir le pif, et vous avez remarqué qu'il a une certaine taille, de sélectionner ce en quoi tu crois. Après, tu te plantes, c'est ta faute. Mais au moins, il y a une... Rester maître chez soi, en fait. Oui, rester maître chez soi, et c'est ça le sel de la vie, et c'est ça le sel de gérer une écurie de compétition, ou de gérer une boîte, quelle qu'elle soit. Voilà, et des fois de te planter. Quand j'ai quitté Honda pour Yamaha, on m'a dit t'es fou, mais j'y vais, j'ai cru, bon ça a marché, mais je suis pas un génie. Hein. Ouais. Idem pour de Yamaha KTM, etc. Donc ça, c'est ça qui fait les belles aventures, mais à un moment donné, il faut avoir les moyens de sa politique, et j'avais pas suffisamment. Alors justement, tu parlais de cette évolution. La chose la plus importante de cette année, c'est, après 35 ans, la vente de Tech 3. Alors j'en ai parlé avec Michel sur d'autres débriefs. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du MotoGP qu'une écurie est vendue. Il y a eu des reprises d'écuries par rapport à des problèmes, etc. Comment c'est arrivé ? Comment ça s'est fait ? Et est-ce que c'était une envie de ta part, comme par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, par rapport à l'évolution, c'est entre guillemets cette déception, est-ce que tu avais une envie de partir ? Comment ça s'est fait ? Écoute, Michel, mon petit frère, on se voit souvent et je lui en ai parlé. Et ça fait plusieurs années. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un certain ras-le-bol, d'une certaine monotonie, d'avoir envie de différentes choses. Et je pense que tout être humain est pareil. En tout cas, moi, je suis comme ça. Donc, ça fait un moment que je disais, de toute façon, tu avances dans la vie. Donc, tu te dis, rien n'est éternel. Rien. Voilà, malheureusement. Voilà. Donc, je savais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je lâcherai l'affaire. Il se passe quelque chose. Je passerai quelque chose. Mais Michel, il le sait, ça fait un paquet d'années que je dis. Mais c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Il y avait plein de choses qui disaient « Ah, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire à côté, c'est lourd de gérer une boîte comme ça. Il y a toutes les choses qui me plaisent un petit peu moins, on vient d'en parler. » Par contre, il y avait toujours ce côté passion, ce côté famille à avoir, mais il en restait quand même si jamais ça a un peu diminué. Ce côté de repartir à l'aventure. Chaque saison, c'est une nouvelle aventure. Tu repars pour une... voilà. Donc ça me plaît encore plus. En plus, le côté entrepreneur, où tu challenges, où tu as envie. L'année 24 avec Acosta, ça m'a redonné... j'ai gagné 10 ans, quoi. Je me suis retrouvé avec des émotions que j'imaginais plus avoir quand on avait Gardner Fernandez. Par contre, il s'est passé
plusieurs choses. Il y a eu la problématique financière de KTM qui a été énorme. Et l'hiver 24-25, ça a été un hiver horrible. Parce qu'on ne savait même pas si KTM continuerait d'exister. Il y avait un administrateur judiciaire, la société elle était gelée, ils n'avaient même plus le droit de rentrer dans les bureaux, les gens. Donc tout était complètement gelé. On a attendu jusqu'à quasiment la première course pour avoir le feu vert qu'il y aurait le minimum vital pour que ça puisse continuer, le minimum vital. Hein. De la part des actionnaires indiens, mais toute l'année ça a été compliqué. Ils ont fait un travail fabuleux malgré tout parce qu'avec toutes ces problématiques, toute cette atmosphère pesante où tout était bloqué, ils ont quand même réussi à nous donner des motos performantes. Parce que même s'il y avait eu un petit problème de pression de pneus, rappelez-vous la course du Qatar de Viñales, rappelez-vous les courses de Pedro Acosta sur la fin de saison, la course les quelques courses où Bastien était devant. Donc la moto, elle est performante, hein, la KTM. Donc ils ont fait un super boulot. Mais ça a été un vrai problème, parce que KTM, et on vient d'en parler, les constructeurs sont maintenant des acteurs non seulement support technologique, mais aussi support financier. Et donc, c'était clair que quoi qu'il arrive, les contrats qui courent jusqu'à 26 allaient être respectés, mais qu'à partir de 27, on allait rentrer dans une zone totalement différente. Je parle au niveau financier. Et que ça soit avec KTM ou un autre constructeur que j'aurais sélectionné pour faire l'aventure 27-31, il aurait fallu que je trouve je peux le dire, par rapport au budget que j'ai là, au minimum 8 millions de plus que ce que j'ai là. D'accord. À un moment donné, Carmelo me dit, Hervé, est-ce que tu es capable de trouver cette somme-là, entre 8 et 10 de plus que ce que tu as là? Et non, je ne peux pas lui dire 100% oui, je suis sûr. Donc j'étais quand même, il me dit, réfléchis Hervé, parce que... Voilà. Et de manière quasi simultanée, a été validé le fait que Liberty Media pouvait être propriétaire du MotoGP par la Commission européenne et que l'histoire de l'antitrust et tout, ça avait été laissé de côté et que donc, Liberty Media être propriétaire et de la F1 et du MotoGP. Et à ce moment-là, alors que je me grattais un peu la tête, quand il y a eu ce feu vert et tout, me sont arrivés en direct ou via la Dorna et Liberty Media, des propositions de tout total d'investisseurs. Et bien évidemment, tu peux imaginer que les propriétaires du championnat me disaient « Hervé, t'es sûr que tu peux y arriver? Parce que si t'es pas sûr, réfléchis. Parce que si tu pars en 27 avec nous, mais que t'as pas suffisamment pour faire, ça s'appelle une faillite. Hein. Et toute ma vie, même dans les pires années, et la pire ça a été 94, on a été capable de payer nos factures, et je me voyais mal terminer l'aventure avec des scandales financiers, Tech 3 paye pas ses pilotes, Tech 3 paye pas ses mécaniciens, Tech 3 paye pas ses factures à qui sais-je. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu fait réfléchir, et à un moment donné, quand tu es en phase de réflexion et que tu as beaucoup de pression, tu te dis, c'est peut-être maintenant qu'il faut y aller. Il y a eu un certain alignement des planètes. Un investisseur est arrivé, j'ai posé certaines conditions. Je voudrais que ça garde le nom de Tech 3. Je voudrais que vous gardiez 100% de l'équipe, si possible basée à Bormes-Limosa, parce que pour moi, c'est pas une boîte, c'est une famille, quoi. Ils m'ont dit oui à tout ce que je demandais, on m'a dit oui. Et Carmelo, pour qui j'ai un respect énorme, m'a dit Hervé, appuie. Et j'ai appuyé. Après, j'avais pas prévu. Et de manière tout à fait franche, quand j'ai fini 24 avec Acosta, juste les jours avant qu'on apprenne vraiment le désastre financier qui allait frapper KTM, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Et puis après, voilà. Mais je veux pas dire que je suis... Évidemment que finir une aventure comme ça, c'est quelque part triste, mais je veux pas être je suis pas amer. Je suis triste, mais conscient aussi que je vais pouvoir vivre d'autres choses, que la boîte elle va continuer, que de toute façon, quoi qu'il arrive, si ça n'avait pas été maintenant, ça aurait peut-être été dans 2-3 ans, j'en sais rien. Et dans d'autres conditions aussi. Voilà, et que voilà, à un moment donné, il faut... Voilà, on dit toujours il faut mieux couper que déchirer, et il fallait choisir, et j'ai pensé que c'était le moment de le faire. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, on est début décembre. Tu es toujours en place. Comment ça va se passer concrètement? Il y a un changement qui va arriver au 1er janvier. Où on en est aujourd'hui? Alors, à part que, après, vis-à-vis de l'extérieur, Tech 3, Red Bull, KTM, Motul,
ça tourne en 2026 avec Vignales et Bastianini. Parce que tout ça, c'était des contrats avec les pilotes 2 ans, avec le championnat 5 ans. Donc tout ça, ça fonctionne. Donc vis-à-vis de l'extérieur, il n'y a rien qui va changer. Simplement, si tu regardes qui est propriétaire de Tech 3, ben ça sera plus Hervé Poncharal, ça sera un fonds d'investisseurs qui s'appelle X. Mais moi, je serai plus là. Ma fille ne sera plus là non plus. Guy sera peut-être là de temps en temps, mais on peut dire qu'il sera plus là. Mais à part ça, la société va continuer et on espère que ça va. En tout cas, ce dont on manquait, tu l'as compris, c'est d'une assise financière sur du moyen terme pour pouvoir faire des plans. Oui, pour se projeter. Hein. Voilà. Et eux l'auront. Donc j'espère que s'ils ont cette assise, ils prendront les bonnes décisions et qu'ils feront monter Tech 3 là où on aurait aimé pouvoir être. Je leur souhaite et je souhaite que Tech 3 soit encore plus performant avec eux qu'il a été avec nous. Hein. Concrètement, Pascal, tu as eu des contacts où tu as été informé de ces transactions avec les nouveaux propriétaire, on va dire ça comme ça. Comment ça se passe quand on est partenaire d'une équipe qui va être rachetée? Est-ce que vous êtes concerté ou vous apprenez les choses de but en blanc et vous devez faire comme on vous dit de faire? La relation est étroite entre Hervé et les gens de Motul. Donc ils échangent au téléphone, ils se voient, ils parlent, mais nous on a un contrat 2026, 2027. Pour nous, il n'y a absolument rien qui change. La seule chose qui change, c'est l'affect qu'on avait avec Hervé, les relations qu'on avait, mais ces relations, elles ont toujours été informées de ce qu'il se passait. On ne découvre pas, la veille pour le lendemain, le fait que ce sera plus Hervé, et puis ce sera... Non, mais par exemple, les nouveaux, les repreneurs, on va dire, ou les acheteurs, je ne sais pas comment on peut dire aujourd'hui, sont venus vers vous en disant « Vous inquiétez pas, on va continuer, je sais que vous êtes en contrat jusqu'en 2027, comme tu viens de dire, on va poursuivre ». Moi, je me suis permis, excuse-moi Pascal, j'ai une relation incroyable avec Hélène Zog, qui est la patronne, on va l'appeler comme ça, de chez Motul. Et je l'appelle le samedi, le dimanche, le matin, le soir et tout, voilà. Donc, elle a fait partie des toutes premières personnes, peut-être même la première personne que j'ai informée de l'idée avant que ça se fasse. Et au fur et à mesure de l'évolution des négociations avec les nouveaux propriétaires, Hélène et tous les gens du management de chez Motul ont été tenus informés, et c'est tout à fait logique. Et on a créé, on a organisé des discussions tripartites entre Motul, Tech 3, Hervé Poncharal et les nouveaux propriétaires. Donc ça s'est fait de manière tout à fait, transparente. Et encore une fois, je pense que, bien sûr, il y a l'affect. Mais pour Motul, ce qui était important, c'est de garder une équipe MotoGP, comme il s'était précisé dans le contrat. Et cette équipe, que ce soit les pilotes, le staff technique ou les motos, il n'y a rien qui changera. Donc je pense que je vous souhaite de faire plus de podiums qu'on a fait cette année. Oui, parce que pour nous, c'est très important. Mais cette relation, elle était tellement étroite qu'on était au courant au plus haut niveau. On a rencontré effectivement les gens qui sont les repreneurs du team, et on va effectivement apprendre à vivre ensemble. Mais du jour au lendemain, c'est sûr que c'est pas simple. Mais on apprendra de la même manière qu'on a pu apprendre avec d'autres teams avec lesquels on a des accords, et qui ne seront jamais les mêmes que ceux qu'on a pu avoir avec l'équipe Tech 3, et surtout avec Hervé Poncharal. Darwin, flexibilité, c'est comme ça qu'on continue d'exister. Cette année aussi, ça a été ton arrêt d'être président de l'IRTA. Ça aussi, c'est un choix qui a été programmé par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer. Bien sûr. Et justement, aujourd'hui, comment tu vois cette arrivée de Liberty Media? Comment tu vois ce futur, la vente de ton team? Pour conclure, comment tu imagines le MotoGP à moyen terme, on va dire? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? On a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui avaient changé, qui avaient évolué. On va dans le bon sens, ou par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux évolutions, etc., est-ce qu'il y a un peu d'inquiétude au moment où tu t'en vas? Écoute, tu parlais de l'IRTA, donc j'ai eu la chance de faire 20 ans, personne n'en a fait autant, et surtout, c'était la position dans laquelle, à l'époque, j'avais un rapport avec Carmelo Espeleta,
incroyablement serrés et avec qui on partageait surtout. Donc la 125 est passée en Moto 3, le 250 en Moto 2, mais bien entendu la 500 en Moto GP, on a fait les 800, on a fait les H1, donc avec les constructeurs, etc. Donc c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé, où le paddock a beaucoup changé, où moi j'étais un petit peu le représentant, enfin pas un petit peu, j'étais beaucoup le représentant des équipes et on était toujours en train d'essayer de faire en sorte que tout le monde progresse, y compris les équipes. Les équipes indépendantes ont un statut maintenant bien plus fort, je dirais, que ce qu'il avait avant. Avant, les constructeurs, on avait des machines d'un an, voire 2 ans d'âge. On en a parlé tout à l'heure. Et c'était pas un constructeur spécifique, c'était tout le monde comme ça. Aujourd'hui, les 4 KTM, c'est les mêmes. Les 4 Yamaha, c'est les mêmes. Les 4 Honda, c'est les mêmes. Il n'y a plus de motos de l'année précédente, etc. Donc ça, c'est des choses dont je pense que le paddock peut être assez fier et dont les équipes indépendantes peuvent se battre. L'année dernière, il y a une équipe indépendante qui a été championne du monde quand même. Et il y a quelques années, c'était impossible. Donc l'année dernière, on a été souvent le meilleur pilote KTM alors qu'on était indépendant avec un rookie. Donc moi, je suis assez content et fier de la manière dont les choses ont évolué. Je dis souvent, quand on arrive à l'automne de sa vie, on va dire, quand tu regardes en arrière, évidemment, tes 20, 30, 35 ans, c'est toujours tout ce qui est lié à cette époque-là, c'est toujours les plus belles années de ta vie, parce que t'étais plus jeune, t'étais plus fort, tu rêvais plus, tu te croyais immortel, invincible, etc. En vieillissant, tu le deviens un peu moins. Donc je veux pas tomber dans ce travers-là de dire c'était mieux avant. Oui, pour moi, là où on s'est le plus éclaté, Michel il s'en souvient, 80, 90, voilà, c'était les années fabuleuses où on peut faire plein de trucs qu'on peut plus faire maintenant. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le monde évolue. Alors après, est-ce que le monde évolue bien ou pas? On va pas s'embarquer là-dessus aujourd'hui parce que ça pourrait durer très très longtemps. On va faire 10 épisodes. Mais je vois, c'est pareil. À un moment donné, je dis pas ce Michel est là, mais les journalistes disaient ouais, mais c'était mieux avant, quand dans les années 80. Ouais, sauf que dans les années 80, les journalistes ils n'avaient pas de salle de presse. Maintenant, ils veulent une salle de presse, ils veulent des moniteurs partout, ils veulent la clim, ils veulent les chiottes, ils veulent le machin. Et nous, on devrait vivre comme avant, sans électricité, sans converteur chauffage. Non, mais c'est pas Michel, il m'a jamais dit ça. Mais c'est le discours un peu. Donc, on est obligé de suivre l'évolution de son temps. Et aujourd'hui, c'est évident que les médias sont la base de tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque sport se bat pour sa survie. Et que la médiatisation, et notamment via la télévision, est clé. Et que si un sport ou une activité ou une boîte, quelle qu'elle soit, Motul par exemple, stagne, elle est derrière, elle disparaîtra. Donc il faut en permanence être compétitif, évoluer pour être aussi bon, voire meilleur que ses compétiteurs. Donc la moto, elle se bat contre le football, le tennis, le vélo, la natation, enfin voilà. Donc on est obligé d'avancer. Est-ce que la manière dont le monde, l'humanité, l'entertainment, et le sport c'est de l'entertainment, évolue, est-ce que le Tour de France de Gimondi avec la saucisse et le pneu autour du cou, c'est plus ce que c'est maintenant, etc. Donc, est-ce que c'était mieux avant ou pas? J'en sais rien. Il y avait un pilote aux 24 heures, pendant les courses de 24 heures, maintenant il y en a 3. Tout ça, ça évolue. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que si on aime notre sport et si on a envie que notre sport continue d'exister, il faut qu'il soit performant par rapport à ses compétiteurs. Et aujourd'hui, si on regarde ce qu'était la F1 il y a 15 ans, le MotoGP avait une meilleure audience. Le MotoGP était quelque part plus attractif que la Formule 1. Aujourd'hui, la Formule 1, elle s'est devenue quelque chose d'incroyablement performant sur le plan de l'intérêt et sur le plan des followers, comme on dit, et des gens qui suivent, qui sont plus des gens qui suivaient les sports mécaniques et la base des gens qui aiment. C'est plus les passionnés. Voilà. Et quelque part, quand on veut quelque chose, on a une audience, on a envie de cette audience de la faire évoluer. On a envie d'avoir plus de jeunes, plus de personnes âgées, plus de femmes qu'on avait jusqu'à présent, etc. Et de faire en sorte que l'audience devienne globale. Donc, quand tu vois les courses de Formule 1 qui sont quand même pas d'un intérêt pour certaines majeures, et qu'on voit l'impact que ça a, qu'on voit le business, mais quand je dis business, c'est pas seulement l'argent, mais l'intérêt que ça va. Hier soir, j'ai regardé le Grand Prix du Qatar, dans les tribunes, il y avait plus de femmes que d'hommes. Elles étaient toutes en train de faire des chœurs. Donc, ils ont réussi, Liberty Media, à faire que ce produit-là, il soit un produit incontournable et qu'il soit en évolution
Pas possible. C'est pour ça qu'on a été contacté par tous les investisseurs, certains qui avaient loupé le coche de la F1 et qui se disent maintenant que c'est Liberty Media qui possède le MotoGP, on ne veut pas louper le coche 2 fois. Voilà. Après, évidemment que nous, ce qu'on aime, mais nous tous ici, là, dans cette pièce, on est des passionnés, on a fait du 2 roues depuis qu'on est né, on aime la course moto parce que ça fait partie de la base de notre vie. Donc, on peut être en décalage avec certaines décisions parce que c'est certain que quand je dis le sport sera plus au centre, on verra toujours gagner. Donc quelque part, le sport, c'est être plus performant que son concurrent. Mais il y a tout un tas de choses qu'on va dire, c'est factice, ça pas besoin d'être là, on met en avant ceci, cela. Oui, mais si on veut être performant, il faut avoir des investisseurs. Les investisseurs, s'ils demandent d'avoir des retours sur leur investissement, tu peux pas leur dire non. Et si tu ne veux pas jouer le jeu de 2025-2026, eh ben tu vas disparaître. Ou tu vas redevenir ce que tu étais avant, c'est-à-dire un petit sport qui est complètement dans sa bulle, quoi. Je serais curieux d'avoir l'avis de ton voisin sur ce sujet, parce que est-ce que les gens qui font toutes les femmes dans les tribunes qui font des petits cœurs dans la caméra parce que c'est formidable les sports mécaniques grâce à Netflix, est-ce que c'est ces gens qui vont aller acheter des motos, qui vont aller acheter des produits motules? Attention, il y a 2 choses. T'as l'audience du sport, là on parlait de la Formule 1 et potentiellement du MotoGP, c'est différent. Là, on parle pas, parce que à un moment donné, les constructeurs, je parle pas de moto, je parle des constructeurs moto et auto, ils veulent être là parce que c'est une vitrine aussi. Et après, quel est le rapport entre une Formule 1 et la voiture que chaque constructeur vend dans sa concession? Pas grand-chose. Sauf que quand c'est une X qui gagne, ben quand tu vas, si ton écurie favorite, tu vas plutôt acheter une X par rapport à une Y. Voilà. Mais après, on dit souvent que le MotoGP, c'est les gladiateurs des temps modernes. Et à un moment donné, ce qu'il faut qu'on se dise, pour moi, c'est que c'est un spectacle. C'est un spectacle. Les constructeurs font partie de spectacle. Et quand tu discutes avec les Yamaha, avec les Honda, avec les KTM, avec les Ducati, avec les Aprilia, leur board, leur management, ils veulent absolument rester impliqués parce qu'ils sont conscients que maintenant c'est une vitrine planétaire et que peut-être que dans les X centaines de milliers de spectateurs qui sont sur site ou les X millions qui sont derrière leur télé, ils vont pas tous acheter de l'huile motule ou une moto KTM ou mettre des pneus Michelin, mais je dirais que dans la masse, il y en a qui vont le faire. Et avant tout, aujourd'hui, les championnats... Je suis pas en train de vendre quoi que ce soit. Il me pose une question, je réponds ce qu'il en est. Je dis pas que je suis pour ou contre, mais je dis qu'il faut s'adapter à l'époque dans laquelle on vit. Darwin, la flexibilité, l'évolution. Mais si t'es pas quand tu fais partie de ce club fermé, de ce show, de ce spectacle, de cet événement et tout, tu fais partie des happy few et tout le monde se bat. Regarde, en automobile aujourd'hui, qui est quand même pas qui fonctionne pas très bien aujourd'hui, les ventes auto sur la planète, tous les constructeurs, Cadillac, ils se battent pour venir. Est-ce que Cadillac, ça a un lien très fort avec le sport et pourquoi ils se battent pour venir? Pourquoi ils sont tous là? C'est ça aussi, Pascal, être visible, c'est important, occuper la place pour éviter que ça soit un concurrent qui l'occupe? C'est indispensable. On ne peut pas s'abstenir d'être présent au MotoGP. Ce qui est important pour nous, les 300 000 du Grand Prix de France, et les 200 000, les 150 000, à la fin, ceux-là consomment. Les cœurs dans les tribunes, ils ne consomment pas, c'est sûr. Il suffit, ceux-là, on va les retrouver au GP Explorer, on va les retrouver eux, ils ne consomment pas. En tout cas, ils ne consomment pas. Mais le fait d'être sans arrêt, et depuis longtemps, on m'explique, il faut que la marque, elle soit tabassée tout le temps pour qu'à un moment, il y en ait au moins un sur les 1 million qu'on achète un bidon d'huile. Mais le développement d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, ils regardent la télévision et ces motards-là, oui, ils consomment. Mais ceux qui sont comme ça et qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas ceux qui consomment le plus. Parce que sinon, on achèterait, au lieu d'acheter des places de MotoGP et puis des grands prix, on achèterait des usines pour fabriquer de l'huile parce qu'on n'en aurait pas assez de la seule usine qu'on a. Donc,
Et puis le championnat aussi maintenant, regarde, Asie du Sud-Est qui est quand même une région qui boom de manière incroyablement sur le plan économique et sur le plan des ventes de motos et de tous les périphériques dont Motul fait partie. Maintenant, l'Amérique du Sud, on va au Brésil. L'année prochaine, l'année suivante, on aura Brésil-Argentine. Amérique du Nord, il y aura plus une course, c'est clair. Donc il y a vraiment une planétisation, si l'expression s'emploie. Une internationalisation. Oui, mais qui est parce qu'on a très longtemps été très focalisé sur l'Europe, avec une ou deux courses ailleurs, quoi. Bon, j'ai une dernière question, parce que là, on arrive vraiment au terme de l'émission, Hervé. Au 1er janvier, Hervé Poncharal, il fait quoi? Du vélo? Au 1er janvier, Hervé Poncharal, il va essayer de respirer un peu, il va profiter le plus qu'il pourra de la vie dans le Var. J'adore le vélo, dès que l'eau va remonter un petit peu, recommencer à nager dans la Méditerranée, et puis réfléchir à faire d'autres choses. Parce que l'énergie la vision que j'ai de la vie, c'est d'être impliqué. Et je vais terminer par une phrase, Michel l'a déjà entendu souvent, qui est une chanson de Julien Clerc qui dit « Je veux être utile à vivre et à rêver ». Et j'adore cette phrase, et j'aimerais que ma vie soit ça. Après, est-ce que je vais y arriver ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, plus j'avance dans la vie, plus j'ai d'empathie pour les gens, plus j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'aider des jeunes. Je sais pas dans quel domaine. J'ai envie de j'ai envie de faire des choses encore, et j'ai surtout envie de prendre beaucoup de plaisir. J'en ai pris énormément. Ma vie en tant que patron de Tech 3 m'a donné des émotions incroyable, et je suis conscient que j'étais un immense gâté de la vie, et je vais surtout pas demander aux gens de s'apitoyer sur mon sort. Je les remercie tous, parce que il vient de parler des 311 000 personnes qu'on a eues sur le Grand Prix de France. Quoi qu'il arrive, quand on va au Grand Prix de France et sur tous les circuits, la manière dont les fans, les spectateurs et les gens qui viennent nous visiter ici à Bormes nous parlent, quand on voit tout ce qu'on échange avec eux, tout ce qu'on leur donne et la manière dont ils nous le rendent, c'est inestimable, et ça fait partie des choses les plus fortes que j'ai vécues, ce partage avec tous ces gens-là. Donc merci à tous. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Hervé de nous avoir accueillis, de nous avoir reçus. Merci Michel de m'avoir accompagné. Merci Pascal également de ta participation. On se reverra peut-être sur un circuit la saison prochaine. Tu viendras peut-être quand même. Peut-être, on peut se revoir aussi ici, on peut se revoir avec plaisir, en tout cas. Sur une plage abandonnée. Ouais. Avec les coquillages. Des plages abandonnées. Ouais. S'il y a des plages abandonnées, je vais les acheter. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. On espère que cette émission vous a permis de découvrir un petit peu plus à la fois de Tech 3 et du personnage Hervé Poncharal. On se retrouve pour une prochaine émission de Talkback GP très bientôt. Merci à vous, bonne fin de soirée.